Donc, nous permet également de rappeler que la Cour suprême du Sénégal, donc, qui se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire, de par sa fonction de régulation de ce système, donc, veille à l'application de la règle de droit, tout en s'assurant de l'unification de l'interprétation de la règle de droit par les juges du fond. Donc, c'est pourquoi ces décisions doivent être également motivées, intelligibles et claires, pour permettre aux juges de s'y conformer, de s'y référer, n'est-ce pas? Comment la Cour concrètement prépare ces décisions? Au niveau de la Cour suprême, ce qu'on appelle le service de documentation et d'études, qui est créé par la loi organique sur la Cour, qui est la cheville ouvrière de l'institution. Donc, c'est bon maintenant? Voilà, hein? Je disais que la Cour suprême, donc, qui assure une mission de régulation, doit veiller à l'application de règles de droit tout en s'assurant de la cohérence dans l'interprétation de ces règles par les juges du fond. Donc, c'est pourquoi ces décisions doivent être motivées, claires et intelligibles pour permettre aux juges de se conformer, n'est-ce pas, hein? Donc, comment concrètement la Cour suprême du Sénégal s'est organisée donc, pour préparer ces décisions? Au niveau de la Cour suprême, donc, il y a ce qu'on appelle le service de documentation et d'études, qui est la cheville ouvrière de l'institution. Donc, dès qu'un pourvoi arrive au niveau du greffe, un pourvoi contenant l'exposé des faits, des moyens, ou l'expiration de mise en état, le greffier en chef transmet le dossier au niveau du service de documentation. Donc, pour faire d'abord l'étude préliminaire. Donc, quand le dossier arrive, moi, je fais d'abord un premier tri. Si je me rends compte qu'il y a des questions d'irrecevabilité, d'incompétence, de forclusion d'échéance, donc je propose à ce que le dossier soit réglé en procédure d'urgence. C'est-à-dire le dossier est réglé simplement sur l'ordonnance du président de la Chambre compétente. On lui transmet le dossier, il prend une ordonnance d'incompétence, d'irrecevabilité, de forclusion d'échéance, ou bien s'il y a un désistement à constater, il le fait immédiatement, on n'a pas besoin d'aller au fond. Mais si ces questions ne se posent pas, donc le service comprend à la fois, que je dirige, comprend à la fois des magistrats, des conseils référendaires, des conseils délégués et des auditeurs. Mais actuellement, nous avons des auditeurs qui n'ont pas encore pris service, et ce sont mes collègues conseils délégués qui sont chargés de l'étude préliminaire du dossier qu'on appelle analystes. Ils font une étude préliminaire du dossier, ils identifient les problèmes juridiques qui sont posés et proposent des éléments de réponse qui sont appuyés sur la législation, la doctrine ou la jurisprudence. Et ils constituent également ces textes-là. Il s'agit de textes législatifs et réglementaires. Ils les rassemblent, la jurisprudence et les éléments des articles de doctrine, donc, qu'ils mettent dans le dossier accompagnés de leur aide, l'aide à la décision. Donc ça, c'est le document préparé par l'analyste, accompagné de la constitution de ce document. Une fois le document avec l'aide est transmis au président de la Chambre, qui désigne un rapporteur. Le rapporteur également, il va plus en détail. Il examine l'aide, les problèmes juridiques qui sont posés. Il peut également voir d'autres problèmes juridiques qui n'ont pas été soulevés. Il analyse également toutes les questions juridiques de fond qui se posent et peut également compléter la documentation qui a été produite par l'analyste. Il peut compléter par d'autres textes. S'il y a un texte nouveau qui a été omis par l'analyste ou un texte abrogé, ou bien des arrêts rendus par d'autres juridictions, il peut également compléter. Et à la fin de son examen, il élabore ce qu'on appelle un rapport, comprend à la fois l'exposé des faits et un résumé des moyens, accompagné d'une note qui reprend pratiquement en partie le rapport, exposé des faits et des moyens, et l'analyse détaillée des moyens soulevés par les parties. Et à la fin de son examen, il propose un projet d'arrêt, un ou plusieurs projets d'arrêt qui sera soumis à l'examen de la Chambre compétente. Le président de la Chambre saisit, transmet le dossier au parquet général pour recueillir ses conclusions.
Donc, une fois que les conclusions du parquet général sont recueillies, donc le dossier est programmé à l'audience. Mais en réalité, donc, la jurisprudence, tout comme la doctrine, inspire fortement le juge. Dans quelques dossiers, par exemple, citer les quelques cas, donc en ce qui concerne la théorie des actes de gouvernement, ce n'est pas une théorie, une liste déterminée. Donc le juge, quand il a un dossier ou un acte de gouvernement est supposé avoir été attaqué, le juge examine est-ce que cette décision peut faire l'objet d'une annulation. Il s'inscrit des actes de doctrine et de la jurisprudence. Il peut également, comme l'a souligné le professeur au Québec tout à l'heure, donc dans ce raisonnement, faire référence à des décisions rendues par d'autres juridictions. Par exemple, en ce qui concerne en matière administrative, le principe, toute illégalité entraîne forcément l'annulation de la décision. Mais ce n'est pas le cas. Le juge administratif, quand il décide d'un dossier, certains dossiers, il peut s'inspirer de la jurisprudence française. C'est le cas notamment dans l'affaire Divinière de 2012, à laquelle le juge a dit, voilà, quand une procédure administrative consultative ou obligatoire prévoit la consultation d'un certain nombre d'organes, le non-respect de cette formalité n'entraîne pas forcément l'annulation que si elle a vicié, elle a entraîné, elle a influencé dans la décision ou privé l'intéressé d'une garantie. Le juge essaie de moduler pour tenir compte de l'intérêt général. C'est également le cas dans l'affaire Crest de 2011, quand la Cour européenne a condamné la France pour la participation du rapporteur public au prédélibéré. Le juge européen a estimé que cette participation violait le principe du caractère contradictoire et équitable du procès, parce que l'autre partie ne pouvait pas participer au prédélibéré en tant que rapporteur. La Cour suprême s'est inspirée de cette décision pour modifier un peu sa législation. Et maintenant, le rapporteur public, bien le commissaire de droit, ne participe pas au prédélibéré au niveau des chambres. C'est également le cas quand il s'agit de l'exception d'inconstitutionnalité. La Cour suprême s'inspire des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sénégalais. Le Conseil a dit, voilà, pour que la Cour suprême le saisisse d'une exception d'inconstitutionnalité, la Cour suprême doit d'abord statuer sur sa compétence et sur la recevabilité du recours avant de le saisir. La Cour s'est inspirée, donc, c'est pour dire que le juge n'est pas insensible aux critiques de la doctrine et également s'inspire largement des arrêts rendus par la plupart des juridictions au niveau à la fois sous-régional ou au niveau international pour arriver à rendre une décision bien motivée et intelligible. Voilà un peu l'expérience du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Merci.